Vous m'entendez bien? Très bien, je vous entends très bien et je me dis que mes auditeurs vont finir par identifier la voix et je ne sais pas si j'aurais à poser cette question. J'espère que non. De toute façon, c'est Lydia Renoir qui est là. Lydia Renoir. Voilà. Et puis Lydia Renoir qui devient vraiment une auteure importante. C'est quand même le deuxième ouvrage. Le quatrième. Le quatrième, hein, c'est le quatrième qui s'appelle La tortue de cristal. Exact. Parce que moi, je dis le deuxième parce que c'est la deuxième fois qu'on reçoit Lydia Renoir. Et on essaye de comprendre la motivation d'écrire, parce que Lydia Renoir avait un autre parcours. Et puis subitement, elle décide d'écrire. Oui, mais c'est-à-dire que, bon, j'ai une double vie, finalement. Oui. Mais ça serait le sujet d'un bon roman. D'accord. Bien écoutez, moi, oui, depuis très longtemps, je travaille en médecine alternative, mais ça, c'est un côté. Une autre vie. Mais je viens d'une famille artistique quand même, hein, une famille d'artistes. Donc, mon père qui a fait beaucoup de radio, de télé, qui a été peintre, ma mère est chanteuse. Et moi, j'ai toujours été très intéressée par les arts. Et j'ai étudié en lettres et philosophie avant d'aller en médecine alternative. J'ai étudié aussi en animation théâtrale et je voulais devenir comédienne. Et finalement, comme ma motivation profonde, mon souhait depuis l'enfance, c'était d'aider les gens, oui, je voulais le faire avec le théâtre parce que je crois que le théâtre peut soigner si on sait bien l'utiliser. Mais finalement, bon, je suis allée du côté médecine alternative, mais en me disant que je continuerai toujours d'écrire ce qui m'habite parce que depuis l'âge de 12 ans, j'écris, depuis le décès de ma meilleure amie. Alors ça, pour moi, ça a été vraiment une porte ouverte sur d'autres dimensions de la vie. Et ça a beaucoup fait vibrer ma sensibilité. Donc là, j'ai écrit toutes sortes de pensées, des poèmes. À 17 ans, j'ai écrit une pièce aussi de théâtre qui avait pour titre La pureté d'être. Donc ça m'a toujours beaucoup préoccupé, le fait d'aller vers ce qui est authentique, ce qui est pur, ce qui est droit. Et puis j'ai toujours été très touchée par les souffrances des gens. Oui. Donc, je peux dire que en 42 ans de médecine alternative, j'ai vu le théâtre humain. J'ai vu rire, j'ai vu pleurer, j'ai entendu toutes sortes d'histoires très touchantes et j'ai rencontré beaucoup d'Haïtiens aussi, parce qu'il y en a plusieurs qui sont venus me rencontrer, je les aime beaucoup. Et donc, à écouter tout ça, je me suis dit, je veux écrire une série de romans pour, à travers des personnages, aider les gens. Donc, des personnages qui ont toutes sortes de vécus. Il y en a qui sont inspirés de vraies personnes, d'autres qui sont ce que j'appelle des personnages courte pointe. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, c'est des personnages qui sont faits de plusieurs personnes. Hein? Je les couds ensemble et ça fait un personnage courte pointe. Si on parle du dernier roman, La tortue de cristal, et La tortue de cristal vient de paraître, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous avez voulu? Parce que j'ai lu les premières pages, je vois que ça tourne autour de deux enfants qui regardent, est-ce qu'on peut dire qu'ils regardent la vie, qui découvrent la vie à travers cette tortue de cristal-là? On va leur expliquer ce que c'est que la vie? Ben oui, d'une certaine façon, parce que l'héroïne de toute cette série de romans, qui est Florence, Florence de Blois, qui est une psychologue. Au départ, psychologue pour enfants, mais c'est une personne qui a une sensibilité très particulière et qui voit ce que d'autres ne voient pas. Donc, au début du quatrième roman, on retourne dans son enfance, où on la voit avec sa sœur Lily, et elle questionne leur grand-maman. Parce qu'il y a de l'amérindien dans la famille, et on est très près de la nature, et il y a une gigantesque tortue de cristal qui est là.
dans le salon. Elle a 2 mètres de long et 1 mètre de large. Et là, Florence, donc déjà enfant, questionne, elle veut comprendre la vie. Alors on commence, oui, avec un dialogue, et puis tout à coup, elle voit quelque chose, elle a une espèce de vision. Elle voit dans la tortue des... Et elle explique aux enfants, elle prend le temps d'expliquer Oui. aux enfants. Enfin, est-ce qu'on peut parler d'une culture? Elle donne des explications de sa culture. Elle a l'occasion de parler de la culture amérindienne. Ou est-ce que c'est la vie qu'elle explique? Ben, tout ça à travers son vécu, mais c'est sûr que elle explique parce que la tortue, elle est faite de cristal de roche. Donc, on se demande comment on a pu sculpter une gigantesque tortue. Donc, on dit d'où vient ce cristal qui a été trouvé il y a quelques générations, comment il a été sculpté. Mais c'est surtout qu'elle explique, la grand-maman, que les pierres précieuses et les cristaux sont les bébés de la Terre. Et on ne respecte pas toujours la terre-mère avec ses bébés, mais pour aller plus vers ensuite la continuité de l'histoire, c'est que finalement la grand-maman va décéder, la tortue est placée dans un musée pour quelques générations. Et quand on est dans le 4e roman, parce qu'il faut lire les autres avant, mais on peut commencer par le 4e, ça ne dérange pas, c'est comme les wagons d'un train. J'ai fait des liens d'un à l'autre, mais on apprend en tout cas que Florence est décédée. Elle est dans une autre dimension. Et sa sœur Lily, qui plus tard est allée à Vancouver et qui était une personne très active physiquement, finalement, parce que, bon, c'est une chose que j'aimerais quand même dire, c'est que quand Florence a vu dans la tortue des femmes qui étaient en train de couler dans l'eau, d'autres qui étaient en train d'étouffer, elle a eu très très peur et la grand-maman lui a dit « N'aie pas peur de l'avenir si tu apprends à danser avec la vie. » Si tu apprends à danser avec la vie. Ça veut dire, dans une expression que je connais bien, ça pourrait se traduire par « il faut apprendre à nager pour sortir des bourbiers d'une certaine façon ». Bien sûr, c'est ça. Alors, mais pourquoi particulièrement les difficultés de la femme? Parce que j'ai vu aussi des difficultés d'enfants. On en a parlé dans d'autres pays où règne une misère immense. Est-ce que c'est 2 groupes de la société qui sont les plus en difficulté qu'il faut décrire à ces enfants? Vous dites si il faut décrire à ses enfants comme ça. Parce que moi, je comprends la chose que la grand-maman explique à partir de ce qu'on voit à travers la tortue. Oui, il y a le groupe des femmes qu'on voit se noyer en difficulté. Il y a un moment, à moins que je me trompe, on a vu aussi des enfants en difficulté, peut-être dans d'autres pays, n'est-ce pas? Et là, est-ce que je me dis que c'est les 2 groupes les plus fragiles de la société qu'on doit décrire aux enfants de manière à leur apprendre ce que c'est que la vraie vie? Oui, c'est sûr. Et justement, danser avec la vie, c'est donc important parce que ça nous amène à considérer les facultés d'adaptation, la capacité de trouver des solutions, parce que si on n'apprend pas ça déjà très jeune, ben on n'apprend pas facilement à danser avec la vie. Tandis que sa petite sœur Lily a compris, il faut danser dans la vie. Donc, oui, il faut danser aussi. Mais elle a fait plutôt beaucoup d'activités physiques de façon excessive. Finalement, elle est allée vers le yoga. Mais là, en tout cas, elle revient à Montréal. Et là, sa sœur, donc depuis très longtemps, c'était là chez la notaire. Elle va aller chercher toutes les notes de sa sœur parce que sa sœur a développé une approche pour aider à soigner les blessures invisibles. Et ça s'appelle la thérapie des voiles et des cocons.